Nous avons découvert quelque chose d'incroyable au Maroc. Et mon équipe a été autorisée à commencer les fouilles. C'est énorme ce que tu vas vivre. Et le Maroc, c'est magnifique. Tu vas adorer. Alors, l'idée justement, c'est de raconter des histoires, nos histoires marocaines en tant que cinéaste marocain, avec un point de vue marocain du Maroc, et de raconter des histoires en langue anglaise pour un marché international. Donc moi, cette histoire particulièrement m'est venue lors du décès de l'assassinat de Leila Alaoui pendant l'attaque terroriste au Burkina Faso. Et ça m'avait tellement choqué et c'était à l'époque où je rêvais de faire des films à Hollywood. Et ça m'avait tellement choqué que j'ai décidé d'écrire une histoire, mais pas une histoire ni sur elle, ni sur la situation, ni sur le terrorisme à 100%, mais une histoire un peu pour raconter notre point de vue en tant qu'Arabe, en tant que Marocain, sur l'affaire. Donc en fait, les Américains, généralement, ils font des films où ils vont raconter leurs histoires, ils vont parler sur les Arabes, sur l'islam, sur quoi que ce soit, mais ils n'ont aucune idée de comment ça se passe. Ils vont faire une ou deux petites recherches et ils vont faire ça. Donc moi, j'ai voulu, de mon point de vue, dissocier un peu l'amalgame. Je ne sais pas si j'ai réussi à le faire ou pas, mais on a Imam d'ailleurs qui raconte, qui dit au protagoniste, faites attention, monsieur Williams, ces gens n'ont rien à voir avec l'islam. Donc les terroristes n'ont rien à voir avec l'islam. Donc je pousse ça pour que le monde le sache, et en même temps raconter un film d'une manière spectaculaire et divertissante, avec une histoire d'amour, avec des explosions, avec des coups de feu, avec tout ça, enfin mettre tout l'ingrédient pour avoir un film qui plaît à l'international. Alors déjà, c'est pas une grosse production hollywoodienne, c'est une grosse production marocaine, parce que pour le budget hollywoodien, grosse production, c'est 200 millions ou la 100 millions. Nous, voilà. Donc le but, moi, le challenge que j'avais, c'était de faire justement un film avec un petit budget par rapport à l'international, et que le résultat ressemble à un gros budget. Donc je pense qu'on a un peu réussi à montrer que, enfin, beaucoup de gens à l'international, aux États-Unis, pensent qu'on a fait le film avec 15 ou 20 millions de dollars. On a fait ça beaucoup moins, 10 fois moins. Donc le challenge, justement, c'était d'avoir ces acteurs-là et d'avoir la distribution à l'international. Donc parce que c'est très, très difficile d'avoir un agent de vente international ou un distributeur, surtout quand on n'est pas connu, quand on n'a jamais rien fait. Donc le gros challenge, c'était d'avoir une distribution et convaincre les distributeurs et les vendeurs internationaux que je vais délivrer un film de qualité, de leur qualité. On s'est posé avec ma directrice de casting, on a fait un listing de tous les acteurs qui étaient disponibles, parce que déjà, il y a tellement d'acteurs. Par exemple, si on veut Brad Pitt aujourd'hui, déjà Brad Pitt, il coûte 20 millions de dollars par film, mais Brad Pitt, il est occupé sur les 5 années à venir. À moins que je m'appelle Scorsese ou Coppola ou c'était très très compliqué. Pourquoi ces gens-là? Parce que c'était le bon timing, parce qu'ils étaient disponibles, parce qu'ils ont lu le scénario, ils ont aimé le scénario, et ils ont surtout voulu travailler avec moi en tant que cinéaste marocain, avec un point de vue qui diffère généralement des autres cinéastes avec qui ils ont l'habitude de travailler. Je les ai dirigés comme tous les autres acteurs. En fait, le cinéma, c'est la même chose partout dans le monde, dans toutes les langues, que ce soit en coréen, en chinois, en anglais ou en marocain. Diriger un acteur, c'est lui dire qu'est-ce qu'on attend de lui, qu'est-ce qu'on veut comme émotion qui nous sorte pendant la prise. Moi, quand je dirige Brice El Glaoui ou Andy Garcia, c'est la même chose. Donc je leur parle, je leur dis ce que je veux, et eux, ils me donnent le maximum de ce qu'ils peuvent apporter. Et même Andy Garcia, c'est pas le mec qui va venir sur le plateau, réciter ses phrases et partir. C'est quelqu'un qui va vouloir parler avec le réalisateur, savoir qu'est-ce que le réalisateur il veut. Il va donner ce qu'il peut.
Et même trop souvent, moi j'étais très content de sa prestation. Il me dit non, non, attends, j'aime pas, je pense que je peux donner mieux. Donc lui tout seul, moi je disais ouais, moi je pense qu'on est bon, on a la prise. Qui non, 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 attends, je pense que je vais faire mieux. Et on refait d'autres prises et ils font mieux. Donc en fait, c'est un langage international. Des acteurs qui sont au Maroc, ils ont travaillé dans plein de productions américaines et européennes. Ils ont l'habitude de travailler avec ces gens-là. Moi, c'était un honneur en tant que premier film, en tant que réalisateur qui réalise son premier film. C'était un honneur justement d'avoir tous ces gens-là qui ont énormément d'expérience et qui ont voulu travailler avec moi et qui m'ont donné cette chance. Alors, en tant que réalisateur, je sais exactement ce que je veux parce que mon film, avant de le commencer, je l'ai vu, sans déconner, je l'ai vu au moins 30 fois dans ma tête. Chaque matin, je me réveille, je vois la scène et j'essaye de justement filmer, sortir ce qu'il y a dans ma tête et le mettre sur le film. Mais évidemment, après, les acteurs, ils sont là aussi pour proposer des choses. Et par rapport au scénario qu'on avait et ce qu'on a tourné, le film il est bien meilleure qualité parce que justement, il y avait cette liberté pour les acteurs de créer et de changer les dialogues des fois pour des dialogues meilleurs et pour un résultat meilleur. Bon, ça, il y en a beaucoup, les difficultés. On a eu, bon, déjà financièrement, le film, on a commencé le film, on n'avait pas du tout d'argent. On avait juste l'argent pour payer les acteurs, parce que les acteurs, si on ne les paye pas, ils ne viennent pas. Donc on avait de quoi les payer. Et j'étais tellement engagé avec les acteurs, avec les distributeurs, avec mon équipe de tournage, que je n'avais pas d'autre option que de commencer le tournage. Donc on a commencé le tournage avec 0 dirham. Et ce n'est pas une blague. Et par la suite, il y a eu des miracles presque tous les jours. On a eu beaucoup de difficultés avec le centre cinématographique marocain. On a eu des difficultés avec... tous les jours, on avait des difficultés. Le premier jour de tournage, qui était un 1er avril, tout le monde a pensé que c'était un poisson d'avril et qu'on n'allait pas tourner. Le premier jour de tournage, on était à Ouarzazate, en plein désert. Et on a eu une tempête de neige et il a neigé partout dans Ouarzazate. Ouarzazate était blanche. J'ai des photos à ne pas y revenir. Donc on a eu des difficultés comme ça tous les jours. Mais il fallait être fort, il fallait surmonter toutes les épreuves et finir le film parce qu'on n'avait pas d'autre choix que de finir le film. Alors, quand le film est sorti en janvier 2021, le 8 janvier 2021, il n'y avait pas de salle de cinéma et c'était le pic du Covid. Tout le monde était à la maison et il n'y avait plus de films qui se produisaient. On est sorti dans la pire période, on va dire. Par contre, en VOD aux États-Unis, on a fait... le film était, je pense, on était dans le top 5 des meilleures ventes sur Apple. Donc les gens avaient soif de contenu, ils voulaient voir beaucoup de films et je pense qu'on avait bien marché à cette époque-là. Aujourd'hui, la semaine dernière, Netflix, mon distributeur en Amérique latine, qui gère 21 pays, il a vendu le film à Netflix. Donc le film est disponible que sur Netflix en Amérique latine. Et à notre grande surprise, c'est le film numéro 1 sur 21 pays, donc depuis une semaine, ça fait 7 jours, il est numéro 1 sur 21 pays. Et les gens, les latinos, apparemment, ils ont adoré, ils aiment bien le Maroc, ils aiment bien ce genre d'histoire. Et c'est en train de cartonner. Et je pense que malgré que le film ne soit pas sur Netflix dans le monde entier, mais que dans ces pays-là, vu qu'il y a une très très forte demande, il y a 660 millions de latinos dans l'Amérique du Sud, donc ces 660 millions, beaucoup d'entre eux en Netflix, et grâce à eux, le film aujourd'hui est numéro 8, le film le plus vu de toute l'histoire de Netflix. Ça veut dire que si le film sort dans Netflix, dans les autres régions, aux États-Unis, en Europe et tout ça, on peut encore augmenter dans le podium des top 3 meilleures vues de toute l'histoire de Netflix. Ce qui est énorme. Alors, ces Algériens qui pensent qu'on les traite de terroristes, en fait, il faut juste qu'ils voient le film.
c'est pas parce que le terrorisme, il existe partout. Il existe au Maroc, il existe en France, il existe aux États-Unis, il existe en Algérie. Nous, on a un chef terroriste qui vient de France. Il parle en français, il parle pas en Dzaïri. Ce chef-là de terroriste qui vient de France, il se trouve qu'il est d'origine algérienne. Mais par contre, tous les gens qui travaillent avec lui, ses bras droits et tout ça, il y en a qui sont marocains aussi. Donc nous, on traite un sujet très vague. Il se trouve que oui, il se passait en Algérie, parce que moi, je raconte des histoires. En fait, on se retrouve. Le seul voisin qu'on a, c'est l'Algérie. Bon, on a un voisin mauritanien, mais pour aller en voiture en Mauritanie, il faut 3 jours. Donc c'était beaucoup plus simple de créer un ennemi algérien, mais qui n'est même pas algérien, qui est français de naissance. Et on le dit d'ailleurs dans le film, on dit que c'est Ja'far El-Hadi qui est joué par Sami Nasseri, on dit qu'il est né et a grandi en France, et que c'est un homme d'affaires, et qui traite pas mal de... Enfin voilà, donc les Algériens qui sont hérités, il faut qu'ils voient le film. Je les encourage à voir le film. Et j'ai reçu beaucoup de messages d'Algériens qui ont aimé le film et qui ont dit, je ne sais pas pourquoi l'Algérie s'excite à travers ça. Peut-être que la bande-annonce les a irrités un peu, parce que le mec il dit il faut aller en Algérie, il dit mais tu es malade, pourquoi tu veux, comment on va aller en Algérie? Parce que justement il n'y a pas de route terrestre en voiture pour aller en Algérie, donc il faut passer par des contrebandiers, il faut passer par des montagnes, c'est un peu compliqué, donc c'est pour ça. Mais voilà, après c'est un film, c'est une histoire, c'est de la fiction. Il se trouve que c'est sorti en même temps que l'annonce de Trump pour le Sahara marocain, c'est sorti en même temps que la normalisation avec Israël, et c'est peut-être sorti dans le bon moment, et ça a fait du buzz autour de ça. Alors, The Moderator, c'est un film que j'ai écrit et que j'ai produit, qu'on a fait d'ailleurs pendant le Covid. On l'a écrit pendant que tout était à l'arrêt. On a produit en octobre 2021. En fait, c'est un film. Je voulais rendre un peu hommage aux femmes qui souffrent et au Maroc et dans ce monde. Le film part sur les 2 Scandinaves qui se sont fait tuer au Maroc. Donc c'est cette histoire-là. Et il y a une femme russe, une blogueuse, qui vient un peu venger la mort de ses copines. Mais aussi, on raconte un peu une histoire de ce célèbre chanteur marocain qui viole un peu les femmes, on va le dire clairement. Donc, on raconte un peu qu'est-ce qui s'est passé dans cette chambre. On raconte... Je veux un peu que les gens comprennent à quel moment une femme peut dire non et à quel moment la personne l'homme doit respecter ce non. C'est pas parce qu'une femme part avec quelqu'un dans une chambre, même s'il avait envie, si à un certain moment il n'a plus envie, il faut que l'homme respecte ses décisions. Et malheureusement, les gens ne comprennent pas ça. Ils pensent que c'est parce qu'une femme part avec quelqu'un dans une chambre, c'est qu'automatiquement, il faut conclure l'acte. Non, la femme peut dire non à n'importe quel moment, et l'homme doit comprendre. Et nous, on a fait un film un peu sur ça, où on montre justement, avec un peu d'action, c'est un film avec tous les ingrédients d'un film, mais pour un peu passer ce message et pour un peu ouvrir les esprits des gens. Alors, la collaboration avec Irma est ma femme, et on était à la maison un peu à s'ennuyer, on n'avait rien à faire, on a voulu créer quelque chose, et c'est parti à la base sur un film à très très petit budget. C'est parti, on devait faire même un petit court-métrage, et on a commencé à réfléchir et on s'est retrouvé à faire un film. En fait, ce film s'est fait très très rapidement, et je pense qu'Irma a fait de l'excellent travail et qu'elle a beaucoup de potentiel, et on a cru en elle, et on a décidé justement de lui donner cette chance pour aller de l'avant. Alors maintenant, j'ai décidé d'arrêter un peu avec le terrorisme, les guerres et les drames. J'ai vraiment envie de faire des comédies. Moi, je pense que j'ai cette sensibilité pour la comédie, pour le rire. J'arrive à détecter et ressortir de chez les gens, les comédiens surtout, un peu leur côté humoristique. Et j'ai envie de faire un film, cette fois, qui unit et pas qui divise. Et c'est un film c'est un juif qui va s'associer avec un musulman c'est un musulman qui va lui prêter sa voix pour devenir un peu les meilleurs DJ de la planète.
Donc on est dans un monde de musique électronique, dans une comédie où on essaye d'unir et non diviser. Casting, on n'a pas encore de casting, on est en train de travailler dessus, mais on a des musiciens assez connus, des DJ comme Black Coffee qui vont nous faire la musique pour le film. Donc Black Coffee va produire la musique du film. Il vaut mieux que les rois, les présidents et les ambassadeurs ne sachent pas certaines choses.